Je ne suis pas convaincu, contrairement à ce que répond la morale populaire, que la relation père-fille soit plus intense ou plus intermêlée que la relation mère-fils. Je ne dis pas que c'est ni égal, ni inférieur, ni supérieur. Je dis que l'opinion populaire accrédite souvent la particularité de la relation père-fille, mais dans les faits et même dans la littérature... Allô ? Alors, j'explique donc à tout le monde que vous m'avez contacté ce matin en fin de matinée. Bon, on s'en fout que ce soit en fin de matinée, mais bon, que vous m'avez contacté pour vous entretenir avec moi pléonasme, que exceptionnellement, ce n'est pas une question personnelle, entre guillemets, mais ça reste quand même une étude de cas. Pourquoi ? Parce que peu savent que quand on est client VIP... Vous êtes client VIP ? Oui. Quand on est client VIP, on peut aussi me contacter pour des questions soit sur les fameux séminaires, soit sur tout support que je recommande ou que je conseille ou dont je propose de débattre. Alors, ça peut être sur ce qu'on appelle le Slack, c'est-à-dire le forum privé, mais en l'occurrence, c'était dans une newsletter, car, eh oui, il y a des newsletters personnalisées par rapport aux achats des gens. Voilà, ce n'est pas que des pubs et des promotions. Donc, comme vous aviez commandé quoi d'ailleurs ? C'était c'était suite, si on s'était procuré ce que vos parents auraient dû vous apprendre et enfin. Voilà. Donc j'ai deux séminaires sur la parentalité, du point de vue des enfants et l'autre du point de vue des parents. Et les clients, alors ils ne sont pas simultanés, mais peu importe. Ils ont été achetés à des moments différents, sauf que le mois dernier, il y a peu de temps, il y a 15 jours, je suis tombé sur un podcast qui me semble illustrer plusieurs des aspects traités dans ces séminaires. J'ai demandé à Nono, mon fidèle Nono, de me préparer une liste de ces clients-là, dont vous faites partie. Et ces clients-là ont reçu une recommandation personnalisée, etc. Voilà. Donc voilà le cadre de la conversation. Donc si vous voulez bien commencer par peut-être un petit témoignage sincère sur le contenu, parce qu'encore une fois... Je sais que ça gonfle tout le monde, mais si je ne demande pas aux gens de témoigner sincèrement, qu'est-ce que je vais devoir faire à la place, comme absolument tout le monde ? Écrire mes témoignages moi-même. Donc, à un moment, il faut choisir. Voilà. Donc, eh ben oui, il y a pas... Comme 90%. Eh oui. Et oui, et c'est ce que les boulets et les QI à 2 chiffres et les binaires comprennent pas, c'est il nous fait chier avec ces trucs. Oui, mais sauf que si je ne vous demandais pas votre avis, je les écrirais moi-même les témoignages ou je les achèterais. Parce qu'on ne peut pas vendre sans témoignage. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même une frange de la population qui comprend ça. Ça serait sympa de le dire de temps en temps en commentaire pour qu'il n'y ait pas que les boulets en commentaire. Ça commence à me faire chier ça aussi. Donc, essayer de comprendre que c'est une démarche louable de demander des vrais témoignages aux clients. Vous êtes témoin que je ne l'échange contre rien, je ne l'achète pas. C'est vrai aussi. Et il n'y a aucun, comment dire, on n'est pas forcé, on n'a pas un pistolet sur la tête pour donner. Voilà, donc dites un peu ce que vous pensez à la fois de l'apport du séminaire et du service, et ensuite je suis à votre disposition en tant que client VIP pour échanger sur la recommandation, et j'invite les autres d'ailleurs à le faire et ne pas toujours attendre d'avoir un problème perso urgent. C'est le côté binaire, ça aussi, c'est que ça ne les intéresse que quand ils ont un problème perso urgent. Mais ceux qui réussissent dans n'importe quel domaine ne sont pas ceux qui attendent d'avoir un problème perso urgent. Dans l'aspect, par exemple, économique, finances personnelles, etc. C'est pas quand on attend d'avoir besoin d'argent qu'on se dit « Ah, tiens, je vais me pencher du côté de je sais pas quoi, crypto. » Non. C'est un peu tard. C'est un intérêt continu qui fait qu'à un moment, on est en situation de remarquer des opportunités que d'autres ne voient pas. Alors, on vous écoute. Alors, beaucoup de choses. Du coup, je vais essayer de prendre un peu mon ordre. Déjà, je voulais dire aux auditeurs que j'ai appelé Stéphane. Du coup, en fin de matinée, il n'était pas disponible et il m'a rappelé. Donc, c'est vrai que ça, c'est déjà appréciable parce que beaucoup de gens ne vous rappellent pas. En tout cas, pas dans les 2 heures, voire même pas dans la semaine. Alors attention, c'est pas une promesse, je ne peux pas le faire systématiquement. Et c'est la raison pour laquelle je ne le promets pas par écrit, parce que si je me mets à promettre ça par écrit, sur 500 VIP, il y en a 1 ou 2 que j'aurai pas le temps de rappeler, ils vont faire un pataquès. Donc je préfère dire que je ne rappelle pas, et quand je le peux le faire, plutôt que de faire une promesse et ne pas la tenir.
Donc normalement, je ne suis pas tenu de le faire. Là, j'étais dans la rue, j'avais mon téléphone dans la main, bon voilà, j'ai vu le truc, j'ai rappelé. Normalement, c'est au client de rappeler. Pour les personnes qui vont nous écouter, ce n'est pas une promesse, mais ça reste appréciable parce que vous l'avez fait. Donc ça s'est fait aujourd'hui en tout cas. Mais ce n'est pas une promesse, c'est vrai. Concernant les séminaires, alors je suis VIP maintenant depuis, je crois, 2 ans. Si je me rappelle bien, il n'y a eu aucun problème à l'inscription. Nono a été super réactif. Donc pour les inscriptions sur Math Consulting, au sujet des séminaires, il y a avec les témoignages, les fiches ont toujours été là et d'ailleurs, je ne sais pas, je crois qu'il y a plusieurs personnes qui les ont faites, mais elles sont super claires, au demeurant. Donc ça c'était moi au début, la dizaine de premières c'était moi, ensuite comme d'habitude évidemment, à un moment quand on est chef d'entreprise il faut s'entourer, déléguer, etc. Donc j'ai fait un effort et je les ai confiés à quelqu'un. Bon, il y a eu des formulations malheureuses, des coquilles, bref, voilà, dès qu'on délègue, de toute façon, c'est moins bien fait. Donc, du coup, on a dû passer par derrière pour rattraper, et maintenant, c'est depuis les 3, 4, 5 derniers, c'est aussi moi qui les refais. Bon, ça, malheureusement, c'est l'éternel dilemme de quiconque veut agrandir son activité. C'est dès que je délègue, c'est fait avec des involtures, c'est pas optimisé, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Oui, ça correspond peut-être pas aussi à vos critères, peut-être aussi. C'est un peu compliqué, c'est un risque un peu à prendre, j'imagine. Les entrepreneurs se reconnaîtront. De toute façon, on a tous le même, on est tous confrontés à la même difficulté. C'est que dès qu'on délègue, c'est toujours. Il y a pas la petite surdose de travail. Une fois que le truc est fait, qu'on a mis le point final, le prestat, il ferme l'écran et il s'en va, ou il passe à autre chose. Tandis que quand c'est notre truc, on ne passe pas à autre chose. On relit, on cherche à améliorer une formulation, on cherche à améliorer une image, on cherche toujours à ajouter une idée en plus. C'est quelque chose que je suis censé avoir fini à 19h, à minuit, j'y suis encore. Quand c'est un prestat, à 19h05, il est plus là, quoi. Mais bon, malheureusement, je ne suis pas le seul, c'est comme ça. Je ne suis pas entrepreneur, mais j'imagine que ça devient un peu son bébé, en fait. C'est comme, t'as déjà eu des travaux ou des ouvriers chez toi. Tu vois bien, t'imagines bien la différence entre quand ils le font pour toi chez toi et quand ils le font pour eux chez eux. Oui. Quand c'est pour toi chez toi, si c'est pas droit, qu'il est l'heure, ils s'en vont. Si c'est chez eux, ils le laissent pas comme ça. Oui, c'est bien vrai. Ouais. Voilà. Je voulais aussi, parce que ça, je savais que je voulais, lors de mon étude de cas, je voulais remercier Théo de la classe prépa. Je ne l'ai pas appelé pour cette étude de cas, si on peut appeler ça une étude de cas, mais je l'avais appelé il y a quelques mois pour mon étude de cas perso. Et voilà, s'il passe par là, je voulais le remercier directement et lui dire que son aide a été précieuse parce que j'étais venu avec quelque chose d'assez abstrait et donc il a réussi à décortiquer tout ça et on passe le bonjour à Théo et aux autres que je n'ai pas, à Thomas, à Mine, à Martin et également à Mathieu qui est en pause pour l'instant mais qui reviendra peut-être un jour, et à Christophe qui a passé la main, donc comme ça je pense n'avoir oublié personne. Voilà, et si jamais pour les auditeurs qui ne sont pas encore VIP, pour vous montrer aussi un aperçu, j'avais reçu, je crois que c'était dans la première année, à Nouvel An, une carte postale venant de toi, me souhaitant la bonne année et les meilleurs vœux, et j'ai trouvé ça aussi très appréciable et très élégant. Et je t'avais appelé à l'époque aussi pour te remercier. Ouais, alors je ne peux pas en envoyer 500, donc c'est pareil, c'est pas une promesse. Sachant que c'est moi qui les écris, c'est pas un esclave. Donc si je me mets à le promettre, et puis en plus il y a des pertes de courrier, enfin bref. T'imagines bien que quand j'en envoie 100, il n'y en a pas 100 qui arrivent, surtout depuis l'étranger. Donc je pense qu'il y en a au moins un tiers qui passe à la poubelle à un moment ou à un autre. Donc voilà, ne vous dites pas j'en ai pas reçu, etc. J'en fais un certain nombre, et puis quand la main fatigue, je reprends le lendemain, et puis quand au bout d'une semaine j'arrête, j'en ai marre, et bon, voilà, j'essaie, mais à un moment, impossible, nul n'est tenu, à moins bien sûr
de pipoter et de faire des fausses cartes à la main qui sont en fait imprimées. Alors si c'est pour faire ça, on peut en faire 3000, mais on essaie d'avoir des petits gestes, ouais. Les auditeurs auront compris que c'est pas le style de la maison, et un peu comme le fait de rappeler, c'est pas une promesse, mais ça a existé et j'en suis là pour témoigner, donc ça reste tout de même appréciable. On t'écoute. Ouais, ok. Alors, pour en venir au sujet, ma question est la suivante. Peut-on vraiment, est-on l'éternel second quand on est amoureux d'une femme qui est fascinée par son père? Ce serait à peu près ça. Ah oui, parce que du coup, on n'a pas du tout évoqué le thème Oui, je sais pas sous quel angle prendre, du coup. C'est vrai que je me suis inspiré des dernières études de cas que j'ai entendues. Oui, alors le podcast que j'ai recommandé traite en gros, décrit, c'est narratif, hein, c'est purement narratif, Oui. Il n'y a pas de réflexion, c'est pas un essai, c'est pas une dissertation, et c'est la vie de la naissance à aujourd'hui d'une jeune femme dont le père était très très spécial dans le grand banditisme, on va dire. Ouais. Grand banditisme. Ouais. Sur plusieurs pays, multi-emprisonnés, voilà. C'est ça. Et du coup, la fille qui parle, je crois, elle donne pas son prénom ou elle le donne à la fin, mais bon, j'imagine que ça doit être un pseudonyme, vu que son père était dans le grand banditisme. En fait, elle raconte un peu sa trajectoire de vie et aussi ce qu'elle pense de ses parents, a fortiori son père, du coup, pour qui elle voue beaucoup d'amour, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, à minima, une grande fascination. On précise que le père, au cas où ça n'ait pas été assez clair, je le répète, le père est décédé. Oui, très récemment. Donc elle en parle avec un peu de nostalgie. Et, en tout cas, comment il était avant et sa relation qu'elle avait avec lui. Elle va, par exemple, le titre du podcast, c'est "Les princesses ne vont pas à l'école sous la pluie". Et en fait, ça, c'est une des paroles, par exemple, que lui dit. Alors, pour les auditeurs, je vais essayer de pas trop vous spoiler, mais c'est une des citations que son père lui dit, enfin il lui dit directement un jour où il pleut, et il lui dit non, les princesses ne vont pas à l'école quand il pleut, on va aller en gros faire les boutiques et on va sortir ensemble. Donc oui, ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est que ce qui est très amer pour moi, c'est qu'en fait, les productrices de ce podcast me détestent ou me détesteraient si elles me connaissaient et ne feraient jamais la promotion de mes contenus, même ceux qui... Alors que moi, tu vois, la différence, c'est que je n'ai aucune difficulté, c'est bien la preuve de mon absence de sectarisme, c'est que je n'ai aucune difficulté à recommander des choses recommandables, même quand elles émanent de gens qui me pourfendent, ou dont je ne respecte pas l'idéologie. Tu vois la différence? oui, c'est la différence, c'est ce que tu dis aussi dans les vidéos, que tu n'as pas de chapelle et que tu n'hésites pas à même utiliser des concepts d'autres. Oui, tu n'es pas dans communautariste ou une sectariste. Non, parce que choses comme ça vient. Un sectaire, et je l'ai expliqué à une journaliste de 20 minutes en 2016, et apparemment elle a rien compris vu que la seule phrase qu'elle a sortie était pas de moi, mais à l'époque elle me demandait cette j'ai pas dit qui c'était, hein, j'ai dit une journaliste, donc c'est cette avec un C, voilà, parce qu'il y a aussi un C dans son nom, son prénom, ça peut être d'autres personnes qui ont un C dans leur nom, leur prénom, me demander, et j'ai d'ailleurs gardé la conversation, hein, j'ai un double de la conversation en audio que je garderai toujours, comment mes propos étaient validés ou validables, ou si des pairs les avaient machin. Et je lui avais expliqué brièvement, donc elle n'avait pas du tout écouté, la différence entre un travail sectariste et un travail comme le mien. Une secte, c'est une entreprise qui vous délivre une vision du monde en vous dissuadant très 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 fortement d'aller la confronter à la réalité. C'est-à-dire qu'une secte, c'est voilà comment fonctionne la vie. Donc voilà comment voilà une homélie, voilà
un arrière-plan moral, eschatologique, anthropologique, etc. Et on va vous couper du monde extérieur, c'est-à-dire de votre famille, de vos amis et d'autres chapelles, afin que vous ne puissiez surtout pas voir les failles de notre proposition. C'est ça, une secte. Et c'est dans ce sens-là, du coup, parce que quand on voit un peu que, soi-disant, comme tu le dis, un peu le centre de la bien-pensance ou de la bienveillance, on se dit ouvert, mais au final, on reste quand même très fermé sur les idées. Et vous faites partie des nôtres du moment que vous êtes d'accord avec nous. Voilà, c'est toujours ce mouvement d'auto-centrage. Ouais. Alors que moi, ce que je recommande, c'est l'inverse. C'est, voilà la manière dont je pense que fonctionne la parentalité, la filiation, l'essence masculine, l'essence féminine, la négociation, le salariat, le truc, le machin. Et je vous invite, dès que la séminaire est fini, à surtout aller le confronter à ce que vous observez dans la réalité, aller le confronter à la littérature, puisque tu es témoin que je recommande systématiquement des livres dans 100% de mes séminaires. Ouais, je comprends. Je vous invite à le confronter à vos propres parents, à votre propre entourage, à toutes vos expériences passées et également à des podcasts, à des revues, à des nouvelles, à des magazines, à tout ce que vous voulez, même chez l'ennemi. Et je vous dis, allez voir si les schémas que moi je vous propose comme description du réel, allez voir si ça colle. Et si ça ne colle pas avec ce que vous observez chez votre famille, vos amis, la littérature, la presse, les podcasts et tout, vous revenez, vous me dites, je suis désolé Stéphane, la femme, l'essence féminine ne ressemble absolument pas à tout ce que je croise, l'essence masculine ne ressemble absolument pas, l'essence de la filiation, voilà. Et je n'ai jamais eu personne qui soit revenu en me disant, ça ne ressemble pas, jamais. Jamais, jamais, jamais. Et j'attends ça. Venez me donner des récurrences, c'est-à-dire plus de 3 exemples, plus de 3 occurrences, où quelqu'un échappe totalement au modèle que je décris. Il n'y en a jamais. Mais par contre, moi, je vous invite à écouter des podcasts, à lire des magazines, à lire des livres, etc. Tandis que c'est le donc le contraire d'un travail sectaire. Puisqu'un travail sectaire, c'est écoutez-nous et n'écoutez personne d'autre. Oui, c'est ça. Moi, j'arrête pas de vous dire, suivez ma fiche, mon déroulement, une fois ou 2 ou 3, selon votre degré de concentration, d'intelligence, de mémoire et tout. En général, une fois, c'est pas assez, faites-le au moins 2 ou 3. Fermez et allez comparer à absolument tout ce que vous pouvez. Tous les podcasts que vous pouvez, tous les exemples que vous pouvez, futur, présent, intrafamiliaux, extrafamiliaux, et comparer. Et c'est dans cette dialectique réel versus modèle que vous allez voir la force de ce que je propose. C'est pas, je ne vous enjoins jamais à couper aucun pont, aucune relation. Même mes clients qui ont des psys ou des gens dont je partage pas forcément le modèle économique, jamais de ma vie je leur ai dit arrête de voir telle personne. Je dis, tu prends mon analyse, tu la mets en parallèle de l'analyse de ton psy, coach, conseiller, ce que tu veux, tu compares. Et pourtant, à eux, on ne leur reproche jamais d'être un gourou de secte, et à moi, je dis toujours que je serai un gourou de secte. C'est quand même dingue sur le principe. Sur le principe, oui. Mais après, vu qu'ils ont un autre modèle... Désolé, juste parenthèse, Stéphane, tu fais du café, est-ce que par hasard ça s'entend ? Ou je fais des... Ah bah tant que tu m'en sers un, non, ça me va. Bah je te le sers à distance, ça aurait été avec plaisir, mais voilà, juste pour savoir, même pour les auditeurs, je sais pas. Normalement, je fais mon possible. Mais pour revenir, oui, à la scène, moi, c'est ma question, du coup, c'était pourquoi s'ils sont aussi fermés, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance en leur idéologie ou leurs propos. Parce que toi, par exemple, et ça c'est vrai, hein, je l'atteste, hein, je veux dire, j'ai souvent confirmé des concepts avec, j'ai croisé, on va dire, les sources. Je ne crois pas, je prends pas pour argent comptant ce qu'on me dit, mais bon, il s'avère que je te fais quand même confiance depuis 2 ans. J'ai pas une confiance aveugle, et c'est vrai que j'ai toujours regardé
un peu d'autres sources, ça soit des blogs, des livres, et même dans ma vie de tous les jours. Et enfin, c'est jamais arrivé enfin, c'est pas que je suis jamais en désaccord, mais beaucoup de tes concepts ont été confirmés, en tout cas dans la vie réelle, quoi. Enfin, dans ma vie qui est la mienne, quoi. Après, certains diront que forcément je suis un de tes clients et donc forcément je vais dire ça, mais on fait confiance à ceux qui ont un peu de discernement et qui comprendront que je garde quand même mon libre arbitre. Donc ça, c'était pour Estelle. Oui, alors revenons au podcast. Donc ta question originelle était qu'est-ce qu'on fait avec ce genre de fille, avec quelqu'un qui a grandi dans un contexte où l'un des parents est mythifié. C'est ça. En fait, ça m'a fait aussi penser un peu à la promesse de l'aube, mais pour de l'autre côté. Pour les gens qui ne l'auraient pas lu, en gros, ça serait, c'est l'histoire d'un garçon qui explique en gros l'amour inconditionnel que lui a offert sa mère, quoi. Et là, dans ce podcast, j'ai eu l'impression que c'était un peu la même chose, mais du côté de la fille avec son père, quoi. Oui, alors la réalité, c'est que en fait, ce que tu me proposes à brûle pour point est un peu une forme de dissertation. C'est la raison pour laquelle le modèle économique des études de cas / anciennement phone coaching et surtout avec diffusion gratuite publique derrière, d'ailleurs on te remercie d'avoir accepté, est un modèle finalement qui ne prolifère pas. Tu vas comprendre pourquoi je dis ça, c'est parce que quand j'ai commencé il y a 18 ans maintenant, anniversaire du site Coming Soon d'ailleurs, majorité, tout ça, 18 ans quand il y a pelouse, il y a match. Quand j'ai commencé, on m'a dit que c'était génial, mais que je serais immédiatement copié, dupliqué, etc., etc. Et ce à quoi j'ai répondu, on verra. Et résultat, la réalité, c'est que ça n'est pas le cas. Moi, je n'entends pas d'études de cas ou de phone coaching toutes les semaines différents sur YouTube ou sur quelconque plateforme de podcast. Pourquoi ? Parce que à part pour répondre de manière concrète et pragmatique à une situation très précise, je suis désolé, mais très peu sont capables de disserter à brûle pour point, sans notes, sur la base de leur culture générale et de leur structure mentale, sur la base d'un sujet ouvert, en l'occurrence d'un sujet quasi philosophique, sur la filiation, la représentation des aînés, la mort, puisqu'elle est présente, la destinée personnelle, c'est-à-dire en littérature on appellerait ça l'essentialisme ou en philosophie le déterminisme. Je suis désolé, mais j'en entends quand même pas beaucoup. J'entends des cours, il y a les cours du Collège de France, il y avait les conférences d'Onfray à une époque. J'entends des études de cas de coach et de coachess, avec des conseils super pragmatiques et généralement pas forcément 100% d'origine personnelle, on va dire. Par contre, j'entends peu de gens capables de disserter. Donc là, tu me suggères une dissertation, donc on va y aller. Il y a plusieurs sous-sujets. Ouais, non mais c'est vrai. Ouais. Qui disserte dans les conditions du direct sur un sujet qu'il n'a pas préparé et qui est à la fois anthropologique, ontologique, philosophique et littéraire. C'est vrai. Mais tu l'as perçu directement. Peu sont capables de le faire. Il y a Soral est capable de le faire, mais ça, je sais pas, c'est pas sa thématique, mais je sais qu'il serait capable de le faire. Il y en a une poignée en fait. On est très peu en fait. Alors la réalité, c'est que il y a plusieurs sous-domaines dans ton domaine. C'est pas qu'une fascination. Bah, d'abord, on va dire que d'un point de vue on va dire de l'équilibre des forces en place, je ne suis pas convaincu, contrairement à ce que répond la morale populaire, que la relation père-fille soit plus intense ou plus intermêlée que la relation mère-fils. Je ne dis pas que c'est ni égal, ni inférieur, ni supérieur. Je dis que l'opinion populaire accrédite souvent la particularité
de la relation père-fille, mais dans les faits et même dans la littérature, si on pense à la fameuse Promesse de l'Aube, qui reste, même si je ne l'ai pas lu depuis plusieurs années, qui reste quand même un des romans qui m'a foutu les poils, dans la promesse, en fait, ton histoire, c'est le pendant, enfin ton histoire, l'histoire du podcast, c'est le pendant de la Promesse de l'Aube. Ok. C'est-à-dire de la sensation immense de vide qui suit la perte d'un parent quand l'existence de ce parent est consubstantielle de la nôtre et quand ce parent nous a confrontés à des émotions, à des sensations intenses. Alors c'était la pauvreté pour la Promesse de l'Aube, c'est l'abondance et la dispendiosité, je ne sais pas si ce néologisme existe, enfin c'est le caractère dispendieux du père dans le podcast, et c'est le caractère, et c'est la pauvreté extrême dans la Promesse de l'Aube. C'est l'antisémitisme dans la Promesse de l'Aube, et là c'est plutôt l'anti-gitanisme, mais tu vois qu'il y a des parallèles qui s'installent et qui montrent que ce type d'histoire résonne parce qu'il doit y avoir des origines en mythologie comparée que j'ignore, mais c'est malheureusement une des grandes carences de ma vie, c'est de ne pas avoir écouté la mythologie en latin au collège et au lycée, et puis ensuite j'ai dû faire de l'argent, j'ai pas eu le temps. Mais j'aimerais un jour avoir suffisamment d'argent pour me remettre à niveau côté mythologie, et je suis sûr que la mythologie on va dire du fantôme du parent passé, c'est quelque chose de transcendant et dont on doit retrouver des sédiments écrits à toutes les époques. J'en suis convaincu. Donc d'abord, c'est pas une nouveauté, c'est simplement le pendant d'un grand livre. Ensuite, dans la réalité, ça n'est pas la fascination pour un simple parent qui pourrait exister, c'est aussi la fascination pour un défunt. Et on sait que de la même manière qu'on naît 3 fois, je l'ai déjà expliqué à d'innombrables reprises, on est quand on sort de la cavité, on est quand les parents, le jour où les parents en fait ne se préoccupent plus d'un de nos problèmes. On s'en souvient tous. Il y a un jour où tu es allé voir ta mère et tu lui as raconté un problème et elle t'a dit débrouille-toi, ou elle est retournée à la cuisine et elle t'a laissé te démerder. Et tu t'es dit putain mais c'est bizarre. Avant elle s'en serait occupée. Bah là non. Tu vois. Ouais, ou moins. Et là t'es né une seconde fois. Et puis tu nais une 3e fois le jour où tu l'enterres. Bon. Et ben de la même manière, il y a plusieurs décès qui annoncent un décès final. Et si tu te souviens bien du podcast, avant la disparition finale, il y a un moment où ils partent en Indonésie ou je sais pas où, enfin en Asie. Ouais. Et où elle le trouve différent, elle le trouve affaibli, elle le trouve vieilli. Tu vois, c'était déjà un pré-départ, et c'est la première fois qu'elle ne l'évoque plus sous l'angle de la force, mais sous l'angle de la faiblesse. Ouais, que ça l'a énormément surprise. Est-ce que ça serait l'équivalent d'une naissance, par exemple? Oui, c'est symboliquement, c'est un premier décès. C'est-à-dire que mon père n'est plus quelqu'un de fort, mon père est quelqu'un, voilà. Je suis plus fort que lui. Fragile, tu vois ouais, voilà, fragile, et ce n'est plus l'image que j'en avais avant. Si on est un petit peu sensible, ce que j'invite tous les hommes à être, car si on est intelligent, on comprend que j'invite les hommes à cultiver leur F et les femmes à cultiver leur H. C'est ça. Alors que les cons des deux côtés invitent les femmes à être encore plus F, c'est-à-dire encore plus... je vais pas citer leurs défauts, parce que les féministes le font mieux que moi, mais bref, on les connaît. Et les hommes à être encore plus H, c'est-à-dire encore plus bourrin, encore plus binaire, encore plus basique. Et après, les deux camps se surprennent de pas comprendre l'autre. Moi, j'invite chacun à mettre de l'eau dans son vin, et je dis que ça sert à rien d'aller voir des coachs en développement personnel. La meilleure chose pour vous développer, c'est de cultiver ce que vous aimez pas. Donc, tout ce qui ne vous intéresse pas en tant qu'homme, c'est là que vous devez progresser. Sioran le disait d'ailleurs, la meilleure résolution, c'est ce que vous détestez le plus. Et j'invite les femmes à cultiver l'autonomie, le sens de l'orientation, la logique, l'indépendance financière, le bricolage. Et là, elles vont me dire « Ah, ça m'intéresse pas ». Bah oui, connasse, ça t'intéresse... Enfin, connasse, c'est une façon de parler amicale. Mais je vais dire connard également pour les hommes, hein, c'est pareil. Hein. C'est oui, connasse, ça ne t'intéresse pas, parce qu'en réalité, tu sais que ça te demanderait un effort trop grand. Voilà. Et de la même manière, j'invite les hommes à se pencher sur ce qui ne les intéresse pas, c'est-à-dire le foyer,
c'est-à-dire les soins du corps, le bien-être, et plus globalement la psychologie et le fonctionnement des relations et extra-familiales. Voilà, ça généralement ça ne les intéresse pas, sauf quand évidemment ils se retrouvent tout seuls comme des cons, et là ils prennent des études de cas urgents que je facture une fortune parce que j'ai pas envie d'en faire, parce que je sais que ça ne sert à rien. Voilà. Dans la vie, les hommes ont une passion. Omar Sharif, c'était les chevaux, Romain Gary, les livres, j'ai des femmes, Frédéric Mitterrand, les enfants. Les fantasmes du désir sont très présents. Oula! Moi, ma passion, c'est l'égalité, les enfants. Oui, je déteste l'injustice de genre et j'ai toujours œuvré à la parité. Voilà. À ce titre, vous voyez bien qu'il existe une injustice absolument marquante dans ma bibliothèque de contenu payant. Bah oui, Langage des femmes n'a pas son alter ego Langage des hommes. Quoi ? Alors que Logique des femmes, lui, l'a son alter ego. Nous avons Logique des hommes. Eh bien, pour boucher ce trou, Langage des hommes sera mon prochain séminaire. Ce sera le 15 juin que je vous bouche le trou. Mesdames, oui, bon, enfin voilà, on a le droit d'être intelligent et paillard, hein, ça fait partie de l'éducation à la française. Ça ne durera qu'une demi-journée, car à l'époque, Langage des femmes ne durait qu'une demi-journée, donc n'était tarifé au prix que d'une demi-journée. Logique. Il n'y a pas de raison que le séminaire qui s'adresse cette fois-ci aux femmes soit plus cher que celui qui s'adressait aux hommes à l'époque. Donc, Une fois n'est pas coutume. ça ne sera qu'une demi-journée, donc bien dense, bien condensée, bien dure. Samedi 15 juin matin, pour toutes celles, c'est-à-dire 100% qui ne comprennent rien au langage des hommes, je pense être la personne la mieux qualifiée pour vous l'expliquer. Voilà. Après, si vous voulez croire des wannabe psychologues sur Instagram plutôt que tonton Stéphane, c'est vous qui voyez. Information, réservation à l'écran et en description. Les plus malines sont déjà VIP, donc c'est inclus dans leur forfait. Waouh! Pour un trou, ça... C'est pour ça qu'elles coûtent si cher, les études de cas des non-VIP. C'est parce que ça ne sert jamais à rien. Oui, parce que tu sais que de toute façon, la conclusion finale, c'est tu aurais dû en parler avant. Bah ouais, voilà. C'est un peu ça, quoi. J'imagine. Enfin, Donc il y a donc pour les gens subtils, disais-je, et sensibles, car un homme sensible n'est pas un homme qui a un problème ou un défaut, au contraire. Ils ont entendu en avance dans le podcast que même quand elle se met à ne plus trop compter les séjours en prison, c'est déjà une forme de disparition. Parce que le premier séjour en prison, c'est une déchirance. Elle le décrit en détail, etc. L'aller, le retour, la visite surprise, machin. Et à un moment, elle dit « Oh, il a fait plusieurs séjours en prison » et tu sens qu'elle sait même plus trop compter. Et là, déjà, c'est une forme de détachement. Quand tu ne sais plus quand ton père était en prison, ça veut quand même... Voilà, donc il y a différentes formes de détachement. Et ensuite c'est un choix philosophique, c'est-à-dire... Est-ce qu'on est essentialo-déterministe, c'est-à-dire que l'on croit qu'un individu est incapable de se détacher, de détacher son existence présente de l'estime ou du manque d'estime qu'il avait pour son parent, ou est-ce qu'on croit que un individu a suffisamment de neurones, c'est pas gentil, mais on va dire de complexité pour être capable d'absorber et de digérer ce rapport parental et d'en faire sa chair, mais de ne pas le laisser gouverner, si tu veux. Est-ce que le rapport parental est un alien qui grandit à l'intérieur du corps comme un ver solitaire et qui dévore tout? Ou est-ce que c'est un chemin neuronal, un aspect, une forme de nez, une forme de bouche, un accent qu'on a ingéré et que dont on a fait sa soupe avec le reste. Et là, j'ai envie de te dire, c'est un peu un pari. Alors, il y a le pari de la facilité, qui est le pari de la psychanalyse en général, qui consiste à dire que ton rapport à ta mère détermine ton rapport à toutes les femmes, et ton rapport aux hommes détermine ton rapport à tous les hommes. Ceci dit, avec généralement par des femmes ménopausées avec une chemise d'homme et des grosses lunettes carrées en plastique. J'en ai encore vu une d'ailleurs sur Insta il y a 2 jours et j'ai pas pensé à la sauvegarder, mais c'était exactement ça. Ou t'as les gens un peu plus complexes, comme votre serviteur, qui disent que ça ne dépend pas d'un seul paramètre. Ouais. Et que tu trouveras 2 filles de pères fascinants et 2 enfants de mères fascinantes, et que les 2 ne développeront pas exactement les mêmes
angoisse, névrose ou stress. Et si tu n'as pas la nuance entre ces trois termes, je t'invite à te procurer mon dernier séminaire santé mentale où j'explique la différence entre l'angoisse, la névrose et le stress. Je l'ai, mais il faut que je le réécoute parce qu'il était assez conséquent. Et oui, et si tu l'avais réécouté, tu te souviendrais, mais je te dis ça amicalement, tu es un garçon qui a l'air câblé, c'est pas une critique, en plus il est assez riche, il m'a demandé beaucoup de travail, peut-être encore plus que les autres, parce que c'est un sujet où je ne connaissais rien à la base, et je suis arrivé à quelle démonstration que il y a deux mots MAUX de l'époque qui ont généré d'abord chronologiquement des névrosés puis des stressés, à partir d'angoissés, l'angoisse étant finalement un mal de gens intelligents, parce que plus on est intelligent et sensible, plus on est angoissé, mais on ne devient pas forcément névrosé ou stressé. L'angoisse, c'est la conscience des grandes cavités de la vie, c'est-à-dire du vide qui nous précède, du vide qui nous suit, et du chaos que peut générer l'arbitraire. On a l'angoisse de sa destinée, l'angoisse de l'accident qui peut nous renverser ou bouleverser notre vie, l'angoisse de la maladie, l'angoisse de la disparition, l'angoisse du kidnapping, l'angoisse de la mort, l'angoisse pour certains de familles, on va dire un peu dysfonctionnelles, l'angoisse de récupérer les dettes ou l'héritage ou les tropismes de ceux qui nous ont précédés. Ça, ce sont des angoisses, d'accord ? Ensuite, l'angoisse est un terrain, mais sur un terrain ne se développe pas une maladie. Tu peux avoir 100 allergiques, et sur ces 100 allergiques, tous ne vont pas développer des pathologies. Il faut qu'ils croisent. Il faut qu'ils aient un mode de vie qui les fasse croiser des déclencheurs, des agents, comment ça s'appelle en physique, en sciences, un déclencheur, un agent, un catalyseur, voilà. Catalyseur, ok. Donc, les angoissés, qui sont, on va dire, pour faire des chiffres à la louche, selon mon interprétation, bien sûr, et je ne demande qu'à être contredit par des psys, mais évidemment, ils ne le feront pas comme d'habitude. Je pense que un bon 40% de la population, un bon 30-40% de la population est angoissée. Cela ne devient pas forcément une névrose, car en réalité, pour que cela devienne une névrose, d'ailleurs, il faut ne pas arriver à l'exprimer, à l'expliciter, à poser des mots dessus. La névrose est la fatalité des angoissés qui n'ont pas les mots. Okay. Ouais, c'est le level au-dessus, quoi. C'est le level en dessous. Parce que si tu as les mots, enfin au-dessus ou en dessous, oui, ça dépend dans quel sens tu mets l'échelle. Ouais. Mais moi, par exemple, je pense être un angoissé. Je fais très attention aux accidents, je ne prends pas de risques inutiles, j'ai peur de la mort, j'y pense souvent, etc. Par contre, je pense pas être un névrosé parce que je sais mettre les mots dessus, d'ailleurs, je suis en train de le faire. Oui, oui. Il y a l'illustration même, là. Okay. Donc, je sais exactement quand j'angoisse de qui, pourquoi, enfin, plutôt de quoi, pourquoi et pour qui, et je pense échapper au phénomène de la névrose. Et je pense que, d'ailleurs, mes partenaires de vie peuvent me faire beaucoup de critiques, mais pas celui d'être un névrosé. Un névrosé, c'est quelqu'un qui a des réactions complètement incompréhensibles, primaires, à la limite de la superstition, sur des sujets où il refuse de s'exprimer. Ok. Et Stéphane, du coup, ça me permet de rebondir là-dessus. Ça, c'est aussi une question. Je m'attendais pas pour la poser là, mais je l'ai déjà eu beaucoup de fois. Est-ce que le fait de savoir, un minimum s'exprimer, donc par exemple apprendre à s'exprimer la langue française ou même une autre, mais au moins avoir une certaine syntaxe, une certaine structure d'esprit, permettrait d'être moins névrosé, parce que j'ai déjà eu oui, évidemment. Gens, voilà, ok, donc ça aide quand même parce que certaines personnes qu'on pourrait comme ça de prime abord qualifier, on va dire un peu, je l'ai déjà entendu, je l'ai déjà vécu, un peu teubé, un peu demeuré, me semblait quand même avoir une certaine intelligence ou politesse du cœur, une intelligence quand même sociale, mais qui n'arrivait pas à exprimer. Donc, tu n'as qu'à. Du coup, ça leur fait défaut. Et bien sûr, mais de toute façon, regarde, en général, les bandits et les violents,
notamment les adeptes de sport de combat. J'en entends plein chez le copain Jérôme de biomécanique à qui je passe le bonjour puisque je sais qu'il écoute ses études de cas. Généralement, il y a une corrélation très droite entre le coefficient bagarreur de la personne et son expression orale. Il y a l'exception qui s'exprime bien. Mohamed Ali s'exprimait très bien. Je sais pas, peut-être, mais globalement, tu fais une droite, plus le champ lexical se réduit, plus le mec a vécu une vie de bagarreur, de querelleur, et plus en général sa vie s'achève tôt. Donc je ne cesse de vous montrer par l'exemple le bénéfice de l'expression orale, parce que certains vous enjoignent à le faire mais n'en sont pas l'exemple. Je rappelle que je parle avec un champ lexical large, à des temps parfois subjonctifs et passés, sans notes. Oui. Ce qu'à ma connaissance, on n'est pas extrêmement nombreux à faire. Donc le pouvoir des mots, c'est le pouvoir d'échapper à la névrose et de contrôler ses angoisses, d'accord ? Et ensuite, il y a un autre pouvoir qui permet d'éviter de transformer la névrose en stress, en anxiété chronique, car pour moi, stress et anxiété chronique sont relativement synonymes, même si deux mots ne le sont jamais parfaitement, c'est la foi. C'est-à-dire qu'un anxieux chronique est quelqu'un qui a non seulement des difficultés à exprimer et à structurer ses angoisses, mais en plus quelqu'un qui n'a pas la foi que ça va passer. Parce que tu peux être un névrosé un peu bas du front, mais tu peux avoir une espèce de bonhomie et de foi en l'avenir qui t'empêchera de développer un stress chronique. Ok, là, la différence. Enfin, tu la mets là. En fait. Je la mets là, et comme je disais au début, c'est un modèle que j'ai développé, que je n'ai jamais lu ou entendu ailleurs. Alors vous allez me dire, c'est très simple, t'as pris 3 mots et d'accord, c'est très simple, faites-le alors. Écrivez des conférences, vendez-les, et puis vous aurez des Ferrari, tu vois, si c'est aussi simple que ça. Donc, je ne l'ai jamais lu ou entendu ailleurs. Ce ne sont pas tout à fait les définitions que j'ai trouvées dans les dictionnaires, mais encore une fois, le dictionnaire, c'est comme le code de la route. Il n'a pas forcément toujours raison. Il y a des codes de la route il y a des articles qui sont très cons. Donc, je vous propose de l'ingérer, de le faire vous, de le comparer à ce que la vie vous montre, et puis dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, de revenir vers moi en disant je suis d'accord sur une partie, pas sur tout, etc. Donc voilà pour moi l'articulation des 3 mots de l'époque, et tu verras, et on voit bien que plus on perd du champ lexical et plus on perd la foi, plus on devient le laïcard, agnostique, etc., et moins on a de mots, plus on se plaint de sa santé mentale et on dit qu'on est en overstress tout le temps. Tu vois, toutes les connes de base là, américaines, pléonasme. Burn-out. Voilà. Pléonasme, oui. C'est en général, les burn-out proviennent pas tant d'une surcharge de travail qu'on a tous eu dans la vie à des moments donnés. On a tous eu un examen à préparer ou un truc à rendre et puis on n'a pas dormi, on n'est pas mort si tu veux. Mais le burn-out chronique provient de mots personnels et sociétaux qui sont la perte de foi et le rétrécissement de la syntaxe. Et la syntaxe, ça n'est pas que le vocabulaire, c'est aussi la capacité à le manipuler. Parce que si tu montres 5000 mots, plutôt plus que 5000 mots, parce qu'il y a 50 000 mots dans un champ lexical très très aguerri, il y en a 5000 chez un simplet, donc on va dire, on va faire une moyenne à 20-25, tu montres 25 000 mots dans la rue, sur un grand panneau, la plupart des gens les reconnaîtront tous. Par contre, ils n'en emploient que 5000. Ouais. Eh oui, et c'est pas tout à fait pareil de reconnaître un mot et d'être capable de le mobiliser à l'oral, dans les conditions du direct. Donc, quelle était la question initiale ? Je ne m'en souviens plus. On a un peu, moi ça me fait plaisir, c'était super intéressant, mais c'était au sujet du podcast. Ah oui, non, mais je me souviens que c'était le podcast, mais donc après un père voilà. déifié un peu. Donc le père déifié, les morts, les disparitions préalables, la symbolique de la mort, les pré-morts qui l'ont précédé. Et le déterminisme essentialiste qui voudrait, selon les vieilles psy ménopausées à lunettes carrées, qu'on soit l'unique produit de ce qui s'est passé avant 18 ans, voire avant 10 ans, voire avant 5 ans. Bon. Ouais. Donc, ta question qui était « Qu'est-ce que je fais avec une fille qui a beaucoup admiré son père ?» La réponse est « J'en sais rien, et si je le savais, ça serait dangereux. »
Voilà, ok. Quelqu'un qui peut prédire le destin d'une relation interpersonnelle sur la simple base d'un seul facteur est un charlatan. Oui. Tout ce que je peux te dire sur la base d'un seul facteur, c'est que si la personne se drogue, ça va pas marcher. Si la personne a le visage tatoué, ça va pas marcher. Et si la personne s'est fait licencier de ses 3 derniers jobs, ça va pas marcher. Voilà, ça je peux te le dire. Drogue, tatouage au visage, et j'ai dit au visage, pas ailleurs, au visage. Drogue, tatouage au visage et récurrence d'échecs. Ça, t'es sûr. Là, on peut, à la limite, prendre le risque de faire du monofactoriel. Sur le reste, non. Quiconque fait du monofactoriel sur le reste est un crétin. Oui, j'entends bien. Mais après, c'était... Oui, parce que c'est pas mon cas. Je me posais juste la question parce que c'était même la même chose un peu aussi, par exemple, pour les auditrices. Que faire aussi avec un garçon. Bah déjà, lire La promesse de l'aube. Absolument, voilà. Impérativement. J'espère qu'on a donné un minimum envie aux gens. Idéalement, dans la sublime édition de Johann Sfar. Je ne l'ai pas. C'est un VIP qui te l'avait offert, non non, c'est le contraire. C'est moi qui l'ai offert au VIP. Et les cadeaux d'inscription, vous allez me dire, hein, il offre un livre à 15 balles, c'est rien, c'est rien. Ouais, non mais d'accord, mais sauf que le cadeau il change chaque mois et que ça demande de la réflexion. Donc c'est pas toujours le même. Non, c'est pas que des livres. Voilà, c'est ça. Il y a eu des livres, il y a eu des sweatshirts, il y a eu un parfum, mais malheureusement il est en rupture de stock puisque la maison qu'il éditait a fermé et j'y suis quand même pour rien. Je vais pas racheter une maison de parfum juste pour offrir un cadeau. Juste pour faire des cadeaux. Voilà, mais il y a l'idée derrière en fait. Hein, c'est pas juste un livre à 15 balles, c'est pas du merch à 5 €. C'est l'idée. Non, mais 15 ou 50 euros ou 75 comme le. Voilà, c'est l'idée. Oui, c'est la recherche qu'il y a derrière le fait de. Donc, je ne saurais vous conseiller ou vous déconseiller de fréquenter quelqu'un dont le parent a été marquant. Je ne saurais que décortiquer le problème en montrant que oui, il y a les valeurs transmises il y a la vie du parent en lui-même. Il y a les valeurs transmises qui ne sont pas forcément alignées, car on peut avoir des voyous, des demi-voyous qui ne prônent pas ces valeurs. On peut avoir des voyous, des demi-voyous qui prônent ces valeurs. En l'occurrence là, le mec lui apprend à voler. Le podcast, ouais. On peut avoir donc ça s'appelle aussi enseigner par l'exemple ou enseigner par la parole. Hein. Fais ce que je dis pas ce que je fais. Donc déjà, tu vois bien que c'est pas tout à fait pareil. Ensuite, on peut dissocier encore en montrant que il y a des parents qui sont encore vivants dans l'esprit des enfants et des parents qui ne le sont plus, et que ça n'est pas forcément corrélé avec une disparition réelle. Il y a des enfants dont les parents sont toujours vivants, mais dont ils se sont totalement détachés, et vice-versa. Il y a des enfants dont les parents sont décédés, mais qui sont très vivants dans leur tête. Donc ça fait déjà 2 x 2 égale 4 cas différents, et chaque cas peut être scindé. Et à la fin, on peut arriver sur 16, 32, 64 ou 128 distinctions. Un peu comme il y avait un jeu à la fête foraine, je sais pas quel âge tu as, mais les quadras se souviendront des fêtes foraines avec des jeux où tu mettais un jeton ou une pièce en haut et elle tombait sur une petite barre et elle devait prendre à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et puis en bas, elle arrivait jamais sur la case qu'on voulait. Donc en fait, la réalité, c'est qu'un essentialisme c'est un starter. Quand je dis H et F, F et H, c'est un starter. C'est un starter pour enclencher la réflexion. Mais d'emblée, il faut subdiviser. En 2, en 4, en 8, en 16. Tu vois, mais bon, vu que les gens sont pas capables de faire une table de multiplication, demande 8 x 9 ou 6 x 7 dans la rue, tu verras déjà les réponses que tu auras. Oui, ou même une simple addition. Voilà, et les gens savent. Enfin, combien de fois on voit dans des magasins une caissière prendre une calculatrice pour faire 42 plus 19 ou un truc comme ça. Donc évidemment, aussi, des fois. Quand tu leur parles de subdivision en puissance de 2, hein, évidemment, il n'y a plus personne. Donc, mais là aussi, hein, on retombe sur ma réflexion d'avant. C'est que ne pas savoir mettre les mots crée des névroses, mais ne pas savoir mettre des chiffres aussi. En fait, tout ce que tu ignores et tout ce que tu ignores volontairement contribue à te générer par chaîne de conséquences du stress. Oui, parce qu'on perd en fait j'allais dire en savoir-faire, mais si on se lève, par exemple, pour l'exemple des chiffres, si à chaque fois on a besoin d'un outil
c'est la calculette. On est dépendant, en tout cas, de cette calculette. Donc, ça enlève confiance et savoir-faire, en gros. Genre. Plus tu maîtrises le monde qui t'entoure et plus tu es capable de vérifier les calculs de ton comptable, de vérifier l'orthographe de tes échanges, etc., moins tu es stressé. Plus tu fais une confiance aveugle et plus tu dépends de tout ce qui t'entoure, plus tu vas être en stress que le moindre pépin subvienne et que tu sois tout seul à poil. Ça, c'est pour tout le monde parce que j'ai l'impression que certains, en tout cas, certains et certaines, sont ravis de pouvoir tout déléguer. Oui, ils sont ravis dans un premier temps et après ils vont faire des coachings, des retraites et ils voient des psys 2 fois par semaine pendant 30 ans pour contrôler leur santé mentale. Tu vois ? Ouais, ok. Oui. Enfin, je dis certains, plutôt certaines, mais bon, je dis ça pour être neutre. Un minimum. Ouais, ça va. Ok, donc oui, ça part de là, quoi. C'est séduisant sur le papier au début, mais après, comme d'hab, on paye les pots cassés un peu plus tard, quoi. Toujours. Tout ce qui ne t'intéresse pas, tous les sujets que tu délaisses te reviendront plus tard sous forme d'addition. D'accord, je vois. Si tu t'intéresses pas à ton corps te tendra l'addition vers 30, 40, 50 ans. Ouais, si tu t'intéresses pas à la santé, si tu ne t'intéresses pas à l'économie, si tu ne t'intéresses pas à la culture, à un moment, la nature ayant horreur du vide et aimant beaucoup l'arnaque, quelqu'un viendra t'arnaquer. Ouais, presque Donc, par nature humaine, quoi. Oui, c'est la... Oui, c'est ce qu'on peut appeler la nature humaine, l'universel, le constant, le structurel. Tu disais non, c'est pas un podcast, ça doit être un séminaire. Voilà, la nature a horreur du vide. Et s'il y a un espace à combler, quelque chose ou quelqu'un. Il y a toujours un escroc qui comblera l'espace, un peu comme la moisissure comblera une fissure sur le toit. J'avais une fissure sur mon toit que j'avais vue il y a des années et que j'avais remplie avec du silicone, tout en me disant que c'était un peu bâtard parce que il allait se corroder et qu'au soleil il allait sécher et tout. Mais enfin, je l'ai vu, ça fait 5 ou 6 ans. Je l'ai complètement oublié. Et puis cette année, il pleuvait dans la cheminée. Et j'avais totalement oublié ce truc et j'ai dû monter sur le toit, etc., pour me souvenir qu'en fait, j'avais fait une réparation de fortune de merde. Et là, j'ai dû faire un ciment. C'était directement, ouais, là, c'était autre chose, quoi. C'était d'autres travaux à faire. Un peu de ciment, un kilo de ciment, ça vaut 3 €. Hein, c'est pas non plus... Oui, mais bon, c'est vrai qu'on l'oublie et ça revient quelques années après. 1 tiers de ciment, 2 tiers de sable et un peu d'eau. Et une spatule, c'est pas cher. Donc voilà la manière une dissertation semi-littéraire philosophique sur un sujet. Et moi, j'aimerais beaucoup, je vais passer un message d'ailleurs, et si tu es d'accord, on va conclure là-dessus. Ouais. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts. J'aimerais beaucoup entendre des études de cas comme les miennes d'autres personnes. Donc j'invite quiconque prétendant que mon activité est ultra simple, etc., et que je suis un coach à gogo et tout ce qu'on veut, je les invite à réaliser, comme moi, des études de cas d'une durée de, là en l'occurrence, 53 minutes, qu'ils les facturent ce qu'ils veulent, 0 €, 3 €, 300 €, 600 €, peu importe, et qu'ils les mettent en ligne, et je me délecterai d'entendre les gens disserter sur des sujets non préparés, et pas lire des textes. J'invite tout le monde à le faire, et je prouverai que j'écoute ça le week-end, le soir, avec mes petits écouteurs, et je me nourrirai, je noterai les références, ça enrichira, je vous citerai même, je vous mettrai en avant, j'enrichirai tout le monde. Voilà. Tout le monde s'enrichira mutuellement, on s'entre-documentera, comme dirait la gauche. On veut bien. Ce sera des alliés. Donc ça sera pour la bonne cause. Mais oui, comme dit, c'était pas préparé. On a dit dès le début, c'était pas vraiment une étude de cas, c'était juste un question. Non, mais il n'y a aucun problème. Au contraire, je ne cesse d'inviter les VIP à me contacter pour les séminaires qu'ils écoutent ou pour les annexes que je recommande. Et ils le font trop peu. Ils n'appellent que quand ils ont un problème urgent. C'était aussi pour dire que tu as pris
les choses comme ça venaient, ce n'est pas juste, moi je suis venu avec une liste de questions et toi tu réponds. C'était, c'était, comme on dit, c'était improvisé, quoi. Et après, ça plaira ou ça plaira pas, ça c'est notre histoire. Mais non, il y avait rien de préparé, il y avait pas. Allez, on attend les dizaines de chaînes d'études de cas qui ne vont pas manquer d'être créées à l'issue de ce podcast, évidemment. Hein, et On les attend avec impatience. j'écouterai leur contenu avec la même gentillesse et la même bienveillance que celle dont ils font preuve à mon égard. Oh. Et j'ai hâte qu'ils m'apprennent également de nouveaux mots et qu'ils m'enrichissent. Et ben on attend et on se renverra la balle. Exact. L'un l'autre. Ça marche. Je te souhaite une bonne fin de journée. À la prochaine fois. Et ben toi aussi et merci pour tout Stéphane. Ciao. À la prochaine. Je t'en prie. Toi aussi, passe une bonne semaine. Ouais, ciao, ciao. Elle t'a plu l'étude de cas de la semaine? Elle t'a fait voir les relations hommes-femmes ou amicales ou professionnelles d'une autre manière? Merci d'être là, merci de l'attention que tu portes à ces contenus. Tu as au mieux du mieux du mieux 20% de l'information. Vous ne remonterez pas et vous n'inventerez pas l'essence des séminaires jusqu'à la machine à penser en étudiant simplement les études de cas. Pourquoi? Parce que mon système il est pensé ainsi que les informations des séminaires. C'est comme ce qu'on fait à Vegas, ça a lieu pendant les séminaires et ça n'est que dans les enregistrements des séminaires. Coup de bol, ils sont disponibles en archive sur mon site au téléchargement immédiat, à la journée ou à la demi-journée. Et si vous ne pouviez pas tout acheter d'un coup, ce que je comprends parfaitement, vous avez même la possibilité de les mettre dans votre wishlist et d'investir au fur et à mesure, à commencer tout simplement par une demi-journée. Et si tu fais partie des gens entiers, des gens qui n'aiment pas faire les choses à moitié, je te présente l'abonnement VIP. Je te laisse découvrir les bénéfices que ça offre, l'accès à Tonton Stéphane, à Nono, à ses préparateurs, à une plateforme de discussion avec les autres VIP, à un podcast exclusif, à des réductions. Bref, vous pouvez continuer de vous leurrer ou déchirer le voile et passer du côté de la réalité. C'est vous qui voyez.